Manger est la chose la plus naturelle du monde. Notre corps en a besoin chaque jour pour fonctionner, pour recevoir de l'énergie, pour fabriquer du muscle, pour renouveler le sang qui circule dans nos veines. Mais cette action aussi naturelle et banale que manger peut tourner au cauchemar pour certaines personnes, celles qui ont la sensation de manger leurs émotions. Normalement, notre faim nous indique lorsque nous avons besoin d'aller chercher du carburant, de la nourriture. Une fois que c'est fait, nous ressentons un sentiment de satiété, puis nous pouvons vaquer à notre prochaine occupation. Chez certains individus, le fait de manger est relativement déconnecté de la sensation de faim. Et manger remplit une toute autre fonction. Apaiser nos émotions, telles que la peur, la tristesse, la frustration, un véritable cercle vicieux qui peut tourner à l'obsession. Face à ce problème, la plupart des professionnels du bien-être nous expliquent que nous devons gérer nos émotions avec des pratiques extérieures à nous. Par exemple, pratiquer de l'activité physique régulièrement ou encore nous mettre à la méditation. Pourtant, nous allons voir que justement, ces méthodes ne fonctionnent pas, en tout cas elles ne fonctionnent pas à court terme et encore moins si on les déconnecte de notre alimentation. Je suis Marjorie Malgras, naturopathe spécialisée dans l'équilibre féminin et aujourd'hui, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour ne plus subir tes fringales émotionnelles, pour ne plus manger tes émotions. Émotion contre volonté. Dans l'inconscient collectif, on a un petit peu tendance à voir les personnes qui grignotent ou qui succombent à leurs fringales comme des personnes qui seraient faibles, comme des gens qui n'auraient aucune volonté. Mais j'ai une autre théorie. Et si les personnes qui mangent leurs émotions n'avaient pas un problème avec leurs émotions, mais bien un problème avec leur alimentation? Je t'explique. Qu'est-ce qu'une émotion? Si on prend la définition du Larousse, ça nous dit émotion, nom féminin de émouvoir, d'après l'ancien français motion, mouvement. Définition 1, trouble subi, agitation passagère causée par un sentiment vif, de peur, de surprise, de joie, etc. Définition 2, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Une émotion, c'est donc un sentiment, quelque chose que nous ressentons. Mais cela ne nous dit pas exactement ce qu'il se passe dans notre ventre ou dans notre tête au moment où nous avons une fringale émotionnelle. Et pourtant, il est important de comprendre ce qu'il se passe entre le cerveau, le ventre et les émotions pour comprendre le lien qui unit les émotions à l'alimentation. Si on passait notre cerveau au scanner pendant que nous ressentons une émotion, nous verrions plusieurs zones différentes qui sont activées. Les neuroscientifiques aujourd'hui cherchent encore à comprendre ce qu'il se passe exactement, mais ce qu'on sait, c'est que différentes zones réagissent en fonction de notre mémoire, de nos expériences passées, de la nécessité de prendre ou non une décision, mais ça réagit aussi en fonction du reste du corps. Prenons un exemple. Si je suis face à un cobra royal, un des animaux les plus dangereux du monde, rien que ça, mon œil voit le cobra royal, il envoie l'image serpent venimeux à mon cerveau. Alors, les parties rationnelles et émotionnelles de mon cerveau vont réagir, elles vont s'activer. Mais il y a fort à parier que la partie émotionnelle prenne le dessus pour me faire ressentir de la peur. Parce que cette peur, elle a une fonction. Me faire prendre une décision rapide pour éviter de mourir. Par exemple, si je veux décider de courir très vite, le plus loin possible du serpent, éviter sa morsure, ou bien je peux aussi décider de l'attaquer dans l'espoir que ce soit lui qui meure, afin qu'il ne puisse plus représenter un danger pour moi. Parallèlement à la peur et à ma prise de décision, mon corps réagit. Mon taux d'hormone du stress augmente. Mon cœur se met à battre plus vite. Mes poumons inspirent plus d'oxygène. Mes muscles reçoivent beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'énergie pour fonctionner. Aussi, mes hormones du bien-être s'effondrent l'espace de quelques instants. Je ne me sens pas bien. Je me sens apeurée et c'est logique parce que si je me sentais parfaitement joyeuse à ce moment-là, face au cobra royal, j'aurais sans doute pas autant envie de fuir ou de l'attaquer. Donc, je mettrais ma survie en péril. On peut dire que nos émotions sont au cœur de notre système de survie, de notre mécanisme de survie. Il n'y a aucun doute pour dire que pendant des milliers d'années, ce mécanisme a permis la perpétuation de l'espèce humaine, mais il va aussi sans dire que dans notre culture, ces mécanismes, ces réactions ne sont pas toujours appropriées. Nous avons par exemple beaucoup plus de chances de rencontrer au coin de la rue un patron abusif qu'un cobra royal. Soyons honnêtes, c'est beaucoup plus probable. Un patron abusif qui nous mettrait un stress dont nous pourrions avoir peur, par exemple, dans une certaine mesure. Le contexte économique et social, les informations négatives dans les journaux qui peuvent nous déprimer, nous attrister. Bien sûr, la sage les épreuves de la vie aussi. Tout simplement, un proche qui décède, la maladie, sont des choses qui nous attristent. Les réseaux sociaux, les transports en commun, le rythme effréné du quotidien nous mettent sous pression en permanence. Pourtant, notre cerveau réagit toujours de la même façon depuis des milliers d'années. Il nous fait ressentir des émotions, nous fait prendre des décisions
et envoie un message au reste de notre corps. Et puis une fois que nous sommes sortis d'affaires, nous ressentons à nouveau du bien-être. Et tout cela est rendu possible grâce aux neurotransmetteurs. Ces hormones produites par le cerveau ont différents rôles. Par exemple, on sécrète de la sérotonine, surtout en seconde partie de journée, en fin d'après-midi et le soir. C'est notre antidépresseur naturel. Et de la sérotonine va aussi découler la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui, par essence, par fonction logique, n'est sécrétée que en soirée. Elle atteint son pic vers 4h du matin. Nous sécrétons aussi des hormones du plaisir, de la motivation, comme la dopamine, ou des hormones qui nous insensibilisent, qui nous créent du bonheur, comme les endorphines. On sécrète aussi du GABA. Le GABA qui favorise la relaxation, le relâchement musculaire. Ou encore l'acétylcholine qui favorise la mémorisation, qui nous aide à apprendre. Ou encore peut-être l'ocytocine, l'hormone de l'accouchement, mais qui est aussi l'hormone de l'attachement, l'hormone des câlins, etc. Or, la sécrétion de ces neurotransmetteurs peut être perturbée. On peut être en carence de neurotransmetteurs. Ou encore, on peut avoir des taux de certains neurotransmetteurs trop élevés par rapport à d'autres qui seraient trop bas. Ça va créer des déséquilibres, notamment au niveau des émotions, de l'humeur. Et que va faire le cerveau dans ces cas-là? Il va chercher à compenser de façon à ce que nous nous sentions beaucoup mieux. Typiquement, les personnes qui ont des fringales de chocolat en soirée cherchent à sécréter davantage de sérotonine, dont les taux chutent avec le stress et les troubles intestinaux. Celles et ceux qui mangent un biscuit ou boivent un café avant ou pendant le travail essaient en fait d'augmenter leur concentration. Elles essaient d'augmenter leur taux de dopamine, d'acétylcholine. Puis il y a aussi celles et ceux qui se jettent sur une pâtisserie lorsqu'ils sont tristes. Cela n'arrive certainement plus à sécréter suffisamment d'endorphines pour faire face aux difficultés du quotidien. Mais alors, cela pose une question. Pourquoi nous compensons sur l'alimentation précisément? Surtout que nous savons pertinemment que compenser sur l'alimentation, ce n'est pas une bonne solution. Et généralement, on voudrait arrêter de réagir comme ça. Manger trop ou manger des choses qui, on le sait bien, ne sont pas bonnes pour notre santé, ça va entraîner plusieurs problèmes. Déjà, sur le moment, on a tendance à se sentir mieux. Ça nous soulage de succomber à cette fringale, à cette pulsion. Mais ensuite, on ressent généralement une autre émotion désagréable, la culpabilité. Et dans ce cas, manger ces émotions mène juste à une autre émotion. Donc c'est un cercle vicieux. Et puis, en mangeant n'importe quoi, comme du sucré, du fast-food, on va apporter à notre corps un surplus de calories vides. Et aussi des choses qui sont inflammatoires, qui vont perturber notre corps, notre organisme. Ça va augmenter les risques de diabète, les risques de cholestérol. Ça peut augmenter les douleurs chroniques et les troubles du transit. Mais finalement, ce sont des choses qui sont lointaines par rapport à notre besoin impérieux, là maintenant tout de suite, de soulager notre émotion inconfortable. Et donc, on succombe. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de faire du sport ou de la méditation, effectivement, puisque ce sont deux pratiques qui font sécréter davantage d'hormones du plaisir et du bien-être? Ce serait effectivement une façon rationnelle de nous rééquilibrer. Mais au risque d'enfoncer des portes ouvertes, notre cerveau n'est pas que rationnel, il est aussi émotionnel, c'est sa façon de fonctionner la plus normale. Le sport entraîne la sécrétion d'hormones du plaisir et de la motivation, c'est vrai, mais seulement à court terme. Ce qui veut dire qu'il faut tenir la pratique dans la durée. Ça nécessite d'être dans des conditions particulières, il faut aller acheter une bonne paire de baskets, ou peut-être s'inscrire à un club de sport, puis ensuite il faudra s'y rendre chaque semaine. Et il faut aussi de la motivation pour se lancer, ce qui, par définition, n'est généralement pas le cas des personnes qui mangent leurs émotions, qui sont déjà à la recherche de motivation, d'énergie, de bien-être. Par contre, une fois qu'on arrive à prendre le rythme, il est clair qu'on peut devenir accro à l'adrénaline, qu'on peut devenir accro à la dopamine que nous apporte le sport. Une autre façon de faire, ce serait de se mettre à la méditation. Elle aussi, malheureusement, est une pratique de longue haleine. Au général, au début de la pratique, le corps peut avoir du mal à se détendre. Il peut y avoir un brouillard mental avec beaucoup de pensées et d'idées qui vont être difficiles à accueillir. Alors que piocher dans la réserve de chocolat ou de chips, ça demande pas tellement d'efforts. Manger est naturel, nous le faisons plusieurs fois par jour, tous les jours depuis notre naissance. Mais surtout, la sécrétion de neurotransmetteurs, de neuromédiateurs du bonheur, du bien-être, elle n'est pas infinie. Nous avons besoin de matières premières pour fabriquer ces neurotransmetteurs. Et devinez d'où viennent ces matières premières. L'alimentation est au cœur de nos hormones. L'organisme humain fabrique ses neurotransmetteurs, ses neurohormones et même ses hormones en général à partir de ce que nous lui apportons, et notamment des protéines et du gras en grande partie.
Les protéines notamment vont subir la digestion. Une grande partie de ces protéines vont être transformées en petits acides aminés qui vont servir à fabriquer du muscle, de la peau, ou encore elles vont venir renforcer le système immunitaire. Mais une partie de ces acides aminés va servir à fabriquer nos neurotransmetteurs. Et là, ce n'est que le début de l'aventure. Les acides aminés vont devoir être activés par la flore intestinale au niveau de l'intestin. Et ça, ce n'est possible que si la flore intestinale est bien équilibrée. Sinon, elles ne seront pas activées. Et pas la peine de compter dessus si vous souffrez de troubles du transit, par exemple. Ensuite, les acides aminés vont aller jusqu'au cerveau, qui lui est particulièrement protégé pour éviter tout risque d'infection. Le fait d'apporter du sucre va faciliter le passage de ces acides aminés au niveau du cerveau, parce que le sucre est un carburant, c'est même son carburant principal, donc le cerveau le laisse passer, et au passage, il va laisser passer un petit peu des protéines qui vont permettre de fabriquer les neurotransmetteurs. C'est seulement maintenant, si le taux d'hormones du stress est suffisamment bas, que nous allons enfin pouvoir sécréter nos hormones du bien-être. Il nous suffirait donc d'avoir une alimentation bien équilibrée en protéines, féculents, lipides et même en fibres pour avoir une sécrétion normale et physiologique de neurotransmetteurs. On est si près du but, et pourtant il y a encore une chose dont il faut que nous parlions. Quelque chose qui peut aussi perturber la sécrétion des neurotransmetteurs, ce sont notamment les déséquilibres hormonaux. La thyroïde par exemple, qui est comme le thermostat de notre métabolisme, elle peut l'activer, le diminuer. Et bien justement, sans forcément descendre à un niveau pathologique, on peut avoir une petite fonction thyroïdienne avec un métabolisme ralenti. Et au passage, ça va aussi réduire notre motivation, notre concentration, notre bien-être, notre sérénité. On va être davantage sujet à la fatigue, à la déprime. Et le cerveau va nous ordonner de trouver de quoi rétablir notre équilibre. Et si on est fatigué et démotivé, c'est clairement pas sur le sport que notre choix va se tourner. C'est plutôt sur des aliments qui vont nous stimuler. Le cycle menstruel, lui aussi, peut entraîner des changements métaboliques, des petits changements d'humeur qui sont normalement assez subtils, mais qui peuvent prendre des proportions importantes chez les femmes qui souffrent d'un déséquilibre hormonal. Notamment, les deux hormones qui peuvent se déséquilibrer, qui sont l'œstrogène, dont le rôle est notamment de booster la bonne humeur, d'augmenter la prise de poids, mais aussi de réduire l'appétit, et la progestérone, qui elle est sécrétée à un moment différent de l'œstrogène, et qui elle augmente, booste le métabolisme, favorise la décontraction musculaire, favorise la qualité du sommeil, mais qui nous rend aussi plus sensibles à notre environnement, et qui, à l'inverse de l'œstrogène, ne permet pas de booster les neurotransmetteurs de la bonne humeur. Enfin, le stress, l'épuisement peuvent nous laisser complètement à plat. À force d'essayer en permanence de nous faire fuir ou d'attaquer, même dans des situations où finalement c'est pas possible, ce serait pas la bonne solution, on essaie de le faire quand même et finalement, nous n'avons plus de ressources intérieures pour maintenir notre niveau d'énergie. À force, si on ne se repose pas, une grande fatigue peut s'emparer de nous. Et là encore, le cerveau nous ordonne de trouver de l'énergie, et si possible de l'énergie rapide, sous forme d'aliments très sucrés, très salés, de la pâtisserie, des gâteaux industriels, de la junk food, ce genre de choses. Finalement, nous pouvons faire 3 constats sur l'alimentation émotionnelle. Premièrement, une alimentation déséquilibrée peut elle-même influencer les émotions que nous ressentons. D'ailleurs, la nature de nos compulsions alimentaires et de nos fringales nous renseigne sur le type de déséquilibre qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Si je manque de sérotonine, mon cerveau me demande de lui apporter de la matière première nécessaire à la fabrication de cette sérotonine, qu'on trouve notamment dans le chocolat. Deuxièmement, la nature de l'émotion nous renseigne sur nos besoins alimentaires. Le manque de sérotonine me fait me sentir anxieuse. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment l'anxiété qui entraîne une fringale de chocolat ? Il est tout à fait probable que, parce que je ne sécrète pas assez de sérotonine, je me sens anxieuse. La compulsion alimentaire a plus pour vocation de m'aider à rétablir ma neurochimie, et ma neurochimie, elle se chargera de rétablir à long terme une émotion agréable. Troisièmement, le déséquilibre n'est pas toujours là où on l'attend. Mes fringales peuvent être liées à des déséquilibres alimentaires ou pas. Si j'ai un trouble hormonal en amont, par exemple, j'aurai beau manger ce que mon cerveau me demande en termes de matières premières, et pourtant il n'y aura pas de résultat. Il faut d'abord rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, par exemple un déséquilibre thyroïdien, un déséquilibre au niveau du cycle menstruel. S'il y a un trouble de l'attention, il va être nécessaire d'en tenir compte, ou encore si la flore intestinale est déséquilibrée, il faudra chercher d'abord à la rééquilibrer. Si tu penses souffrir de fringales émotionnelles, j'ai quelque chose pour toi. J'ai mis au point un quiz qui te permettra d'en identifier l'origine
l'origine, la nature ainsi que des conseils pour y mettre un terme durablement grâce à la naturopathie. Pour demander ton quiz et recevoir mes conseils, clique sur le lien qui est en description, c'est totalement gratuit et puis tu pourras te désabonner à tout moment. Grâce à mes conseils, tu vas découvrir notamment que pour manger moins, il faut d'abord manger plus, quels sont les 3 prérequis pour mettre un terme à tes fringales émotionnelles tout en retrouvant ton énergie et comment définir tes besoins personnels et comment y répondre de façon unique pour toi et toi seul. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un j'aime et à t'abonner. Je te retrouve pour une prochaine vidéo.